Merci beaucoup Carmen et Pierre-Alexis pour cette introduction. Donc, comme l'a dit Pierre-Alexis, j'ai le grand défaut d'être pneumologue et donc très honorée d'être oratrice dans cette assemblée. Les psychiatres m'ont toujours beaucoup impressionné. Et effectivement, cette participation illustre le caractère très multidisciplinaire de la médecine du sommeil. Et donc le premier topo est consacré au lien entre parasomnie et éventuellement syndrome d'apnée du sommeil. Alors je débute par mes liens d'intérêt qui sont nombreux. La déontologie réclame que nous les projetions. Je vais commencer par une partie introductive de définition. Pardon pour ceux d'entre vous qui sont parfaitement familiers avec ces notions, et puis peut-être ça sera utile pour les autres. Alors comme vous le savez certainement déjà, les états de veille et de sommeil sont répartis en trois grands états. Les états de veille, ce que j'espère concerne tout le monde à cet instant, avec une activité électroencéphalographique qui est de faible amplitude, asynchrone. On distingue le sommeil lent profond qui va se caractériser sur le plan de l'EEG par un ralentissement progressif des fréquences électroencéphalographiques. D'ailleurs, pardon, c'est pas sommeil lent profond, mais c'est sommeil lent, pour aller jusqu'au sommeil lent profond, qui est le stade M3. Et puis à côté, on a un troisième état qui est le sommeil paradoxal, qui sur le plan neurophysiologique se caractérise par une activité électroencéphalographique qui n'est pas très loin de l'activité de veille. Et pourtant, lorsqu'on le regarde, le sujet que l'on est en train d'enregistrer, il dort, d'où cette appellation de sommeil paradoxal, puisqu'il y a un paradoxe entre l'activité EEG et le sujet dormant. Par ailleurs, au cours du sommeil paradoxal, il y a deux autres caractéristiques neurophysiologiques qui sont très importantes, qui sont importantes à garder en tête pour la suite du topo. C'est d'une part des mouvements oculaires rapides, comme dans la veille, et puis surtout une atonie musculaire complète, une abolition du tonus musculaire. Alors en termes de transition entre ces différents états, nous sommes réveillés et puis nous entrons en sommeil lent qui va petit à petit s'approfondir, puis passer par le sommeil paradoxal. Et la succession de ces états va définir un cycle de sommeil, et les cycles de sommeil vont se répéter au cours de la nuit. Et donc cette transition d'un état à l'autre est parfaitement organisée et le résultat d'équilibres subtils entre différents noyaux au sein de notre cerveau. Dans le cas des parasomnies, pour ce qui est des parasomnies, on le verra, il y a différents types de parasomnies, mais notamment les parasomnies en sommeil long sont des pathologies qui sont liées à des anomalies de transition entre la veille et le sommeil long, en particulier le sommeil lent profond. Et puis les parasomnies en sommeil paradoxal sont à part, et j'y reviens sur la diapositive suivante. Donc on distingue deux grands types de parasomnies, les parasomnies en sommeil lent et les parasomnies en sommeil paradoxal. Les parasomnies en sommeil lent recouvrent le somnambulisme, les terreurs nocturnes et les éveils confusionnels. Et comme je le mentionnais précédemment, ces parasomnies sont liées, aujourd'hui, on sait que sur le plan neurophysiologique, ça correspond à des activations inhomogènes du système nerveux central, une grande partie étant en sommeil lent et puis certaines autres parties étant éveillées, donnant ces dissociations d'état. Et elles sont accompagnées souvent de désinhibition des instincts basiques et du coup s'accompagnent parfois d'une activité de recherche de nourriture, éventuellement de sexualité, ce qu'on appelle la sexsomnie ou les sexsomnies, éventuellement également d'agressivité. En sommeil paradoxal, on va appeler ces pathologies le trouble du comportement en sommeil paradoxal, TCSP. On a également les paralysies du sommeil. Je pense que beaucoup d'entre nous dans la salle ont déjà expérimenté une paralysie du sommeil. Ce sont ces sensations, je vois des gens qui hochent la tête, où on se réveille et on est totalement paralysé. C'est extrêmement angoissant. En fait, ça correspond à la persistance de l'atonie musculaire du sommeil paradoxal et donc à cet état dissocié. Rien de grave, c'est juste angoissant et puis ça passe.
et puis les pathologies liées au cauchemar. Dans les troubles du comportement en sommeil paradoxal, on va avoir une perte de l'inhibition motrice, perte de l'atonie musculaire au cours du sommeil paradoxal, d'où une matérialisation du rêve, et ce que Carl Schenk avait appelé il y a déjà plus d'une quinzaine d'années une porte entrouverte sur le contenu du rêve, puisque du coup, on voit le sujet dormant agissant son rêve. Alors on peut aussi mettre, dans la classification internationale des pathologies du sommeil, les mouvements anormaux liés au sommeil sont classés à part. Ils recouvrent les jambes sans repos, le bruxisme, les myoclonies évidemment, les épilepsies morphéiques. Je n'aborderai pas ce sujet aujourd'hui, mais il y a beaucoup à dire sur les liens entre bruxisme et apnée du sommeil, sur le syndrome de jambes sans repos et apnée du sommeil, et puis bien sûr épilepsie morphéique et apnée du sommeil. Donc vous en entendrez certainement reparler à d'autres reprises. Alors pardon, ce tableau est absolument illisible dès la première ligne, mais je vous renvoie à cet article de revue sur les parasomnies par Landra qui est paru dans Lancet Neurology en 2013, qui s'intéresse donc qui fait une revue des parasomnies en sommeil lent, et en termes de physiopathologie, évoque deux grands mécanismes qui sont probablement une pression de sommeil lent excessive, ou plus exactement un défaut de pression de sommeil lent, ou bien une instabilité du sommeil et un désordre de l'éveil. Et pourquoi est-ce que je prends le temps de préciser ces deux mécanismes? Eh bien parce que ça va faire le lien avec les apnées du sommeil. Les apnées du sommeil, en déstructurant le sommeil, vont d'une part induire une privation de sommeil lent profond ou une certaine dette en sommeil lent profond, et puis d'autre part, en induisant des éveils, micro-éveils, et on y reviendra dans les diapositives suivantes, fragmentent le sommeil, déstabilisent le sommeil et font partie des pathologies qui sont connues pour déclencher ou aggraver les parasomnies. Si on regarde les parasomnies en sommeil paradoxal, donc en particulier le trouble du comportement en sommeil paradoxal, ce sont des pathologies qui sont complètement différentes, qui sont des pathologies du sujet d'âge moyen à âgé, au-delà de 50 ans, 45-50 ans, souvent liées ou annonciatrices ou précédentes de parfois une bonne dizaine, quinzaine d'années, des pathologies neurodégénératives. Et de fait, épidémiologiquement, elles vont être liées aux apnées du sommeil, puisqu'on sait que les apnées du sommeil leur prévalence augmente avec l'avancée en âge. Je l'évoquais tout à l'heure, le bruxisme, les jambes sans repos, les épilepsies ont aussi des liens à voir avec les apnées et les hypopnées du sommeil, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le syndrome d'apnée du sommeil, on va s'y arrêter un tout petit peu pour rappeler les définitions et les conséquences. Donc, comme l'indique le nom de cette pathologie, le syndrome d'apnée du sommeil est défini par la survenue d'apnée ou d'hypopnée pendant le sommeil. Une apnée est une interruption, pardon, le passage du Mac au PC fichu en l'air, la mise en page des diapositives, excusez-moi, j'aurais dû vérifier. Donc les apnées sont définies par une interruption complète du flux inspiratoire, les hypopnées par une diminution de plus de 30% de ce même flux inspiratoire. Il y a des critères additionnels qui ne sont pas d'intérêt ici. Et ces événements respiratoires, pour être pris en compte, doivent durer au moins 10 secondes. On va parler de troubles respiratoires du sommeil si l'index d'apnée et d'hypopnée est supérieur à 5 par heure de sommeil. Et on va parler de syndrome d'apnée du sommeil lorsqu'il y a un index d'apnée-hypopnée supérieur à 5 associé à des symptômes. Et on reviendra sur les symptômes tout à l'heure. Le syndrome d'apnée du sommeil peut être qualifié en termes de sévérité de modeste à modéré à sévère en fonction de la valeur de l'index d'apnée-hypopnée. Lorsque l'index est entre 5 et 15, le syndrome d'apnée du sommeil est modeste. Entre 15 et 30, il est modéré. Au-delà de 30, il est qualifié de sévère. Mais à ces qualifications basées sur le seul index d'apnée-hypopnée s'ajoutent des critères de sévérité qui vont être liés
à la symptomatologie, et notamment, par exemple, la somnolence est un critère de sévérité, ou bien également des critères de sévérité liés au contexte. On y revient dans la diapositive, dans l'une des diapositives suivantes. S'il y a un contexte cardio-métabolique particulier, cela va qualifier, faire changer de classe un syndrome d'apnée du sommeil qui serait défini comme modéré sur l'index d'apnée-hypopnée peut être qualifié de sévère s'il s'accompagne d'une somnolence diurne importante et ou d'une comorbidité cardio-métabolique ou respiratoire. Alors dans les syndromes d'apnée du sommeil, on distingue deux grands mécanismes sur le plan physiopathologique, les syndromes d'apnée obstructifs et les syndromes d'apnée du sommeil centraux. Les syndromes d'apnée du sommeil obstructif vont être liés à la fermeture, au collapsus des voies aériennes supérieures pendant le sommeil. Et pendant cette fermeture des voies aériennes au cours du sommeil, la commande ventilatoire se poursuit, les mouvements respiratoires continuent jusqu'à ce que les voies aériennes se réouvrent et que la respiration reprenne. Les syndromes d'apnée obstructifs sont les plus fréquents, sauf cas très particuliers, et constituent 90-95% des syndromes d'apnée du sommeil que l'on rencontre en pratique habituelle, sauf quand on a un biais de sélection parce qu'on s'intéresse aux apnées centrales. Les apnées centrales sont-elles liées à une instabilité de la commande ventilatoire? C'est les centres neurologiques de la commande ventilatoire qui vont osciller ou arrêter de fonctionner. Et donc la respiration s'arrête parce qu'il n'y a plus de commande ventilatoire, donc plus de contraction diaphragmatique, plus de mouvement de la respiration. Alors j'espère qu'il y a du son, parce que cette vidéo n'est intéressante que s'il y a du son. Il y a du son. Vous avez un monsieur qui dort, on l'entend un petit peu ronfler, et vous voyez ici son thorax et son abdomen qui bougent avec sa respiration, et vous ne l'entendez plus ronfler, et vous ne l'entendez plus respirer. Pour autant, vous voyez qu'il cherche à respirer, il y a toujours des mouvements de la respiration. Vous voyez que les mouvements de la respiration s'accentuent. Vous n'êtes pas pneumologue, mais vous vous rappelez peut-être de votre sémiologie, que la sémiologie vous avez appris en D1, D2, le mouvement paradoxal, le creusement du thorax. Voilà, la respiration a repris. Il respire, enfin, on respire avec lui. Et on n'entend à nouveau plus rien. Vous voyez que les mouvements de respiration se poursuivent. Donc comme vous êtes empathique, vous aussi vous avez arrêté de respirer, mais en principe vous avez déjà respiré 3, 4, 5. C'est long, hein? Voilà. Voilà, il a repris son souffle. Alors pourquoi est-ce que je tenais à vous montrer cette vidéo? Elle paraît spectaculaire, en réalité elle n'est pas du tout spectaculaire. C'est un enregistrement parfaitement banal d'un patient qui a des apnées du sommeil. Et cette vidéo est très riche d'enseignements, parce que d'une part elle montre qu'effectivement il y a une obstruction des voies aériennes supérieures dans le cas de l'apnée obstructive. On voit bien que les mouvements persistent. Et puis surtout ce que l'on a vu, c'est que l'apnée s'arrête parce que la personne se réveille. Le fait que l'on bouge, ça témoigne que l'on s'est réveillé. Et donc les apnées du sommeil vont entraîner nécessairement une fragmentation du sommeil. Par ailleurs, les apnées du sommeil vont s'accompagner nécessairement de baisse du taux d'oxygène dans le sang consécutive à l'arrêt respiratoire, donc une hypoxémie, puis une reprise, une réoxygénation. Il y a également le fait qu'il y ait un éveil qui soit nécessaire à la reprise de la respiration s'accompagne d'une activation du système nerveux sympathique, donc une accélération de la fréquence cardiaque, une petite augmentation de la pression artérielle.
Et tout ça va expliquer à la fois la symptomatologie et les conséquences du syndrome d'apnée du sommeil. En termes de symptômes, la fragmentation du sommeil va expliquer la sensation de sommeil non réparateur, que les patients décrivent très bien, voire éventuellement de somnolence diurne. Et avec la somnolence diurne va le risque accidentel, qu'il s'agisse de risques accidentels domestiques, d'accidents de la route ou d'accidents du travail. Ces trois grandes catégories d'accidents sont décrites comme étant très largement augmentées par l'existence d'un syndrome d'apnée du sommeil. Par ailleurs, ce que je mentionnais sur les désaturations en oxygène et puis les activations du système nerveux sympathique à chaque fin d'apnée explique aussi les conséquences ou les liens très forts entre syndrome d'apnée du sommeil et toutes les pathologies cardiovasculaires, qu'il s'agisse de l'hypertension artérielle, des cardiopathies ischémiques, des troubles du rythme, de la conduction, des accidents vasculaires cérébraux. Et puis également le lien qui existe entre syndrome d'apnée du sommeil et troubles métaboliques, syndrome métabolique, diabète, dyslipidémie. Alors là, le mécanisme des apnées, et là je ne parle que des apnées obstructives, vous l'avez compris, c'est un obstacle sur les voies aériennes supérieures. Cet obstacle, ou ces obstacles, ce collapsus des voies aériennes supérieures pendant le sommeil va être la conséquence de plusieurs éléments. D'une part, des obstacles anatomiques fixes, un voile du palais particulièrement volumineux, particulièrement long, des amygdales volumineuses, ou un nez bouché, ou une langue, une macroglossie, etc., qui vont venir obstruer les voies aériennes pendant le sommeil. S'y ajoute une part dynamique liée à la diminution du tonus musculaire inhérente au sommeil, voire à l'abolition du tonus musculaire en sommeil paradoxal, qui fait que ce qui tient les voies aériennes ouvertes lorsqu'on est réveillé, les muscles dilatateurs du pharynx, ne jouent plus leur rôle. Un dernier facteur qui intervient est celui des œdèmes des membres inférieurs. Les œdèmes, comme on le sait, suivent la gravité, et donc ils sont dans les membres inférieurs quand on est debout, et cette eau extravasculaire va se redistribuer vers la partie supérieure du tronc en décubitus, et avec un lien très net entre l'importance des œdèmes et l'importance du syndrome d'apnée du sommeil. Le traitement des syndromes d'apnée du sommeil va reposer sur le maintien des voies aériennes ouvertes pendant le sommeil. Comment faire ? Eh bien, les mesures hygiéno-diététiques, il y a, avec l'infiltration graisseuse des tissus mous, l'obésité est un facteur favorisant les apnées du sommeil. Il faut également penser aux benzodiazépines. Et donc j'attire votre attention là-dessus parce que vous êtes des prescripteurs légitimes, mais il faut savoir penser du coup aux apnées du sommeil quand vous prescrivez. Puis il faut penser aussi à l'alcool le soir. Ces mesures hygiéno-diététiques, il faut toujours les mettre en œuvre, mais elles ne suffisent pas, ou en tout cas elles ne permettent pas de traiter en urgence devant un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Et dans ces cas-là, on se tourne vers deux méthodes qui sont d'une part la ventilation en pression positive continue, d'autre part l'orthèse d'avancée mandibulaire. La ventilation en pression positive continue, il s'agit d'appliquer au moyen d'un masque relié par un tuyau à une machine une pression suffisante dans les voies aériennes supérieures pour les maintenir ouvertes pendant le sommeil, permettant de rétablir une ventilation normale. C'est un peu contraignant, c'est très efficace. Et petite incidente, souvent mes patients me disent « Oh là là, mais ça tue l'amour, votre truc !» Et je leur dis pas du tout. Et sachez l'expliquer aussi à vos patients. Quand on est fatigué dans tous les domaines, et quand on n'est plus fatigué, on est plus fatigué dans tous les domaines. Et très clairement, je me rappelle, j'étais une jeune chef de clinique, c'était l'un des tout premiers patients à qui j'ai prescrit une PPC, il avait 75 ans. Il m'a appelé 15 jours plus tard en me disant « Oh, docteur, il y avait des trucs que je faisais plus depuis 20 ans !» Voilà. Donc, il faut savoir expliquer que c'est en apparence un tue-l'amour, mais pas forcément. Les orthèses d'avancée mandibulaire sont des dispositifs qui consistent en deux gouttières, des gouttières pour les dents du haut, des gouttières pour les dents du bas, et ces gouttières sont solidarisées par un système de biellette qui va induire une propulsion du maxillaire. Et induisant une propulsion du maxillaire, il va tirer
le massif lingual vers l'avant, retendre les tissus pharyngés, réouvrir les voies aériennes supérieures. Alors bien sûr, et pardon, il est tôt, vous venez de boire un café, éventuellement vous avez déjà un peu mal au cœur, il faut respecter les contre-indications de l'orthèse, vérifier que l'état parodontal ou dentaire est suffisant et pour pouvoir permettre la mise en place de ces orthèses. Mais sous réserve du respect des contre-indications, les orthèses sont très efficaces pour traiter les syndromes d'apnée du sommeil, pour autant qu'on pose bien les indications. Alors après cette longue parenthèse sur les apnées du sommeil, mais qui permet de planter le décor, quels sont les liens entre parasomnie et ça? L'association n'est pas rare, voire même fréquente. Ce que l'on rencontre essentiellement, c'est du syndrome d'apnée du sommeil obstructif, et comme vous l'avez compris, en fait le SAS, en induisant une fragmentation du sommeil, favorise sur un terrain prédisposé la survenue de parasomnie, notamment en sommeil lent. Alors il est vrai que quand on regarde la littérature, il y a pas mal de papiers, mais ce sont des papiers qui sont soit des cas cliniques, soit des petites séries. Mais néanmoins, l'association mérite d'être cherchée, et en tout cas, si vous avez affaire à un patient qui consulte pour des parasomnies, il faut au minimum faire un interrogatoire, une anamnèse bien conduite, et si la parasomnie est un petit peu sévère, ne pas hésiter à aller à la vidéo-polysomnographie. Alors, dans le service, on a colligé au cours de l'année dernière une petite série de 10 patients qui est adressée pour 5 d'entre eux pour parasomnie un peu sévère, pour 4 d'entre eux pour un syndrome d'apnée du sommeil, et pour 1 pour une somnolence résiduelle qui persistait malgré le traitement du SAS par la pression positive continue. À l'anamnèse, on retrouvait chez ces patients 7 somniloquies, 6 éveils confusionnels pour la faute de frappe, 3 somnambulismes vrais avec déambulation et 2 patients qui avaient des épisodes récurrents de terreur nocturne. Et sur les 10, 8 avaient des antécédents de somnambulisme dans l'enfance, et c'est quelque chose qu'on va retrouver fréquemment parce que ceux qui ont eu du somnambulisme dans l'enfance ont une petite prédisposition à avoir des parasomnies en sommeil lent. Alors là aussi c'est illisible, mais l'âge moyen de nos patients était d'une 50aine d'années. Ce sont des patients qui avaient en moyenne donc un BMI à 28, enfin 27,7, donc qui était un peu en surcharge pondérale, mais avec des patients, le minimum était à 21, donc parfaitement normal, et puis le maximum était un peu obèse à 35. Il n'était pas forcément très somnolent, avec un Epworth moyen à 9, mais allant de 0 à 19, et là c'est important. Et quand on regarde l'index d'apnée-hypopnée moyen, la moyenne est de 44 par heure, allant de 12 à 87 par heure. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces patients, pour 8 d'entre eux, on a initié un traitement par PPC. Pour celui qui était toujours somnolent malgré sa PPC, on a adapté le traitement qui n'était pas tout à fait adapté. Et le dernier, on lui a proposé une orthèse. Il nous a dit oui, puis en fait il n'est jamais allé consulter le dentiste et on ne l'a jamais revu. Enfin, on l'a revu en consultation, pardon. Et chez 8 patients sur 10, le traitement des apnées du sommeil a apporté l'amélioration, voire la résolution complète chez 7 patients des parasomnies. L'utilisation de la PPC était pas extraordinaire, mais pas non plus très mauvaise, représentant en moyenne 4h30 par nuit. Ce qui nous a amusé dans cette série, où nous avions des patients qui étaient beaucoup somniloques, on a été confrontés à la résolution des parasomnies de type somnambulisme, terreur nocturne, etc. La somniloquie en revanche persistait chez quelques patients, et ça nous a posé des problèmes pour les fuites buccales avec le masque. Évidemment, quand on parle, on ouvre la bouche et du coup, l'air de la machine sort par la bouche. Alors après, là je vous ai parlé de l'association entre SAS obstructif et parasomnie. Il y a quelques cas dans la littérature qui rapportent également l'association entre apnée centrale et parasomnie, avec ce cas publié en 2011, qui est un jeune patient d'une vingtaine, en 17 ou 18 ans, pardon, qui est amené par ses parents parce que avec un somnambulisme très fréquent, très floride, avec des déambulations, etc. C'est par ailleurs un jeune étiqueté Asperger.
puis qui avait une espèce de voix un peu aiguë. Et puis, dans le contexte de la parasomnie sévère, il a été enregistré, heureusement, il a bénéficié d'une vidéopolissomnographie, et alors que personne ne s'y attendait, oh là là, il a un syndrome d'apnée du sommeil sévère, alors vous n'y voyez rien, mais je vais vous le lire pour vous, avec un index d'apnée-hypopnée de 67 par heure, et ces apnées sont essentiellement des apnées centrales. Et donc un jeune qui fait des apnées centrales, il a obligatoirement une IRM, et l'IRM a amené la découverte d'une malformation d'Arnold Chiari, qui relevait clairement d'une indication chirurgicale. Le jeune homme a été opéré, vous avez l'IRM post-op, vous avez la polysomnographie post-op, et l'intervention a permis de résoudre au moins en partie le syndrome d'apnée du sommeil, parce qu'on est passé d'un index d'apnée-hypopnée de 67 à 24, avec disparition des apnées centrales. La voix s'est normalisée et les troubles du comportement aussi. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des IRM à tous les Asperger du monde, mais en tout cas, il faut faire certainement des vidéopolissomnographies dès que les parasomnies sont un peu sévères. On a également ce cas clinique d'un patient qui avait là aussi des parasomnies. Alors là, c'est un patient qui avait une soixantaine d'années, des parasomnies plutôt de deuxième partie de nuit, évocatrices de troubles du comportement en sommeil paradoxal. Et l'enregistrement a amené à la découverte d'apnée centrale. Et c'est un patient qui a évolué assez rapidement vers une atrophie multisystématisée. Alors, finalement, la question pour nous, c'est quand évoquer un SAS devant une parasomnie? Est-ce que nous allons enregistrer toutes les parasomnies du monde? Eh bien, la question est non. Il faut faire une vidéopolissomnographie dès que la parasomnie est fréquente ou qu'elle a des caractéristiques qui mettent en danger le patient lui-même ou son entourage si la parasomnie est agressive. Et puis, il faut penser au SAS sur certaines caractéristiques qui sont l'âge inhabituel de survenue d'une parasomnie qui tout d'un coup se réveille, devient manifeste à partir de 40-45 ans. Voilà, ça n'est pas habituel pour une parasomnie en sommeil profond en tout cas. Puis si la parasomnie s'aggrave de façon progressive, la somnolence n'est pas fréquente devant une parasomnie, et donc la somnolence amène à chercher une autre pathologie du sommeil associée, donc éventuellement les apnées du sommeil. Et puis vous avez le contexte clinique qui peut être évocateur du fait de son association très fréquente avec les apnées du sommeil, qui sont évidemment le ronflement, parfois les apnées entendues par l'entourage, et puis le contexte cardio-métabolique associé. Alors est-ce que de traiter le SAS améliore les parasomnies? Vous imaginez bien que la réponse est oui, puisque j'avais déjà un peu défloré le sujet avec la petite série de Bichat. On a la littérature de la même façon et rapporte plusieurs cas cliniques ou des petites séries qui, toutes, vont dans le sens d'une amélioration ou d'une résolution de la parasomnie avec le traitement des apnées du sommeil. Je devrais me méfier en fait de beaucoup parler de sexualité devant une assemblée psychiatre, mais je vais terminer par ce cas clinique qui a été publié il n'y a pas très longtemps, en 2017. C'est un patient qui, en fait, à la suite de sa consultation en sommeil, a appris que depuis 13 ans, il avait ce qu'on appelle des sexsomnies, c'est-à-dire un comportement sexuel pendant le sommeil. L'histoire raconte, ou sa femme d'ailleurs raconte qu'il commençait son activité sexuelle entre minuit et 2h du matin, alors qu'ils s'endorment tous les deux vers 21h. Pour sa femme, les activités étaient wild, mais pas violentes. Et qu'il faisait des choses qu'en aucun cas il aurait fait lorsqu'il était éveillé, malgré les demandes de son épouse. Et puis, après l'activité, en post-coïtal, il va prendre sa douche et puis il retourne se coucher. Et puis, le lendemain, éventuellement, il fait des propositions à son épouse et puis lui dit « Écoute, mon chéri, pas ce soir parce que hier c'était vachement bien. » Et lui-même, pensant qu'elle avançait ce prétexte pour ne pas avoir de relation sexuelle avec lui. Alors, je vous la fais un tout petit peu courte, mais après qu'il ait réalisé qu'il était sexuellement actif pendant son sommeil, il était très embarrassé d'avoir soupçonné sa femme d'avoir été infidèle.
Et le cas clinique se termine de la façon suivante. Le patient a été enregistré, bien sûr, ce qui a permis de poser le diagnostic. Il avait un syndrome d'apnée du sommeil pas très sévère, avec un index aux alentours de 10, si ma mémoire est bonne. On lui a proposé une orthèse d'avancée mandibulaire, puis après une PPC parce qu'il avait des douleurs. Et sous traitement, la sexsomnie a complètement disparu. Je ne sais pas si c'était une très bonne nouvelle pour son épouse. Mais le cas clinique ne le précise pas. Alors, que traiter en premier entre la parasomnie et le SAS? Je crois qu'il faut vraiment traiter le SAS, même quand il est modéré. Et donc, s'il est modéré, il faut avoir de préférence recours à une orthèse qui est quand même moins contraignante que la machine. La PPC, évidemment, est une alternative, une bonne alternative, et il faut être vigilant aux fuites buccales s'il y a une somniloquie et avoir recours à des petits moyens pour contraindre un peu la fermeture de la bouche. Et traiter la parasomnie, alors soit on le fait d'emblée quand la parasomnie est vraiment sévère, et avec ce qu'on utilise habituellement, et certainement mes collègues y reviendront après, mélatonine, clonazepam, hypnose. Et j'attire votre attention, si on utilise du clonazepam pour traiter la parasomnie, eh bien, les benzodiazépines majorent les événements apnéiques, donc attention au SAS, adaptez les traitements ou réenregistrez votre patient pour vérifier qu'il ne développe pas des apnées du sommeil sous traitement. Une série récente de traitements de RBD par mélatonine chez des patients qui avaient un SAS. Et donc pour conclure, le syndrome d'apnée du sommeil est un facteur qui contribue à fragmenter le sommeil et donc à favoriser les parasomnies en sommeil lent sur les terrains propices. L'association parasomnie en sommeil lent et même RBD, donc sommeil paradoxal avec le SAS, n'est pas rare. Il y a des relations réciproques entre les deux avec un cercle vicieux possible, notamment quand on utilise des benzodiazépines. Et attention aux fuites buccales si vous traitez un somniloque par PPC. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Pierre, c'était extrêmement clair. Alors, on va prendre une petite question. Une question à poser. Ça peut être une question par rapport à des patients que vous avez eus avec ce genre de symptomatologie. Oui. Est-ce qu'il existe des syndromes d'apnée du sommeil sans ronflement? Le syndrome d'apnée du sommeil central et sans ronflement. Et puis le ronflement, encore faut-il qu'il soit observé. Et donc les patients ou patientes célibataires ou un peu isolés ne peuvent pas rapporter le ronflement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Au micro, comme ça on aura les questions ici. Bonjour, je suis pédopsychiatre et la question est plutôt en pédopsychiatrie, notamment chez des enfants qui ont une dizaine d'années qui n'ont pas vraiment une petite surcharge pondérale et qui peut aussi présenter une bronchopathie ou plutôt des troubles du comportement qui ont peut-être, certes, il y a des comorbidités type TADA et autres, mais dont est-ce que finalement ça peut être une comorbidité à y penser et pourquoi penser aussi à une polysomnographie? Oui, je crois, et Carmen ne va pas me contredire sur ce sujet, il faut y penser. Pour les mêmes raisons, c'est que le SAS fragmente le sommeil, ça peut donner de la somnolence, et chez l'enfant, la somnolence en fait se manifeste parfois de façon un peu paradoxale, une espèce d'hyperagitation de lutte contre la somnolence. Donc c'est évidemment un diagnostic. Effectivement, je pense en pédopsychiatrie, si vous avez un enfant avec une symptomatologie de TDAH, et surtout si l'enfant a soit entre 3 et 4 ans, c'est un peu un âge pic pour le syndrome d'apnée du sommeil obstructif. À cet âge-là, c'est plutôt lié à une hypertrophie des amygdales ou des végétations trop importantes. Donc enfant extrêmement agité, irritable, qui pleure tout le temps, qui a des troubles du comportement, qui ne peut pas se poser, il faut y penser, demander la simple question déjà, est-ce que l'enfant ronfle la nuit? Est-ce qu'il ronfle toutes les nuits? Toute la nuit, et est-ce que vous avez déjà observé peut-être qu'il s'arrête de respirer? Donc ça c'est extrêmement prédictif à ce moment-là, et soit vous avez après deux possibilités, soit vous écrivez une lettre au médecin ORL si jamais il y a en plus pas mal d'infections des voies aériennes supérieures, vous dites écoutez j'ai un trouble clinique typique de SAS,
Comme en plus de toute façon il y a beaucoup d'infections, est-ce que vous pouvez faire un geste opératoire tout de suite, ou sinon il faut effectivement enregistrer l'enfant. Et le deuxième pic, encore une fois, un enfant plutôt agité, trouble d'attention, impulsive, autour du début de la puberté. Et là, c'est comme vous le dites, plus il y a, comme chez l'adulte, des surcharges pondérales, donc il faut y penser aussi. C'est un peu moins fréquent quand même que chez le petit, mais voilà. Donc il faut absolument, c'est vraiment le TDAH de l'enfant, ça fait partie des diagnostics différentiels. Oui, une question au fond. Bonjour, j'ai une question concernant les benzos. Est-ce qu'on peut considérer que quand les patients sont appareillés, on peut utiliser plus facilement les benzos? Bien sûr. Une fois qu'ils sont appareillés, le syndrome d'apnée du sommeil est traité, mais il ne faut pas non plus se reposer de façon aveugle sur la machine. Il faut que le patient utilise sa machine. Et s'il prend des benzos et que la machine reste sur la table de nuit non utilisée, pour le coup, la question de l'aggravation des apnées est une question cruciale. D'autres questions par ici? Merci beaucoup. Quels sont les éléments qui permettraient de faire une différence clinique, sur le plan clinique, entre les parasomnies du sommeil profond, du sommeil lent et du sommeil paradoxal? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent orienter avant de faire des enregistrements? Alors il y a des éléments cliniques. En fait, ce que je n'ai pas détaillé, c'est que j'ai évoqué les cycles de sommeil avec l'enchaînement sommeil lent puis sommeil paradoxal qui définit un cycle et les cycles se répétant au cours de la nuit. Et la répartition entre sommeil lent et sommeil paradoxal va changer au cours de la nuit avec abondance de sommeil lent en première partie de nuit et abondance de sommeil paradoxal en deuxième partie de nuit. Et donc déjà sur l'heure de survenue de la parasomnie, l'heure de survenue de la parasomnie donne une indication, puisque les parasomnies en première partie de nuit sont plutôt des parasomnies en sommeil lent et en deuxième partie de nuit plutôt des parasomnies en sommeil paradoxal. L'autre élément très différenciant, avec la petite difficulté autour de la quarantaine, l'élément différenciant c'est l'âge de survenue, c'est-à-dire que la parasomnie du jeune adulte c'est plutôt de la parasomnie en sommeil lent, alors que la parasomnie en sommeil paradoxal ça va être l'adulte d'âge moyen ou du sujet un peu plus âgé, encore une fois parce que cette parasomnie est très liée au risque de maladies neurodégénératives. Après, il y a également des caractéristiques de la parasomnie, c'est-à-dire que les parasomnies en sommeil paradoxal sont pas des gens qui vont se lever, ils vont être parfois très agités, très violents, mais souvent rester dans leur lit, donner des coups de poing, éventuellement chercher à étrangler leur conjoint, etc. Mais ça reste dans le lit, à peu de choses près, sauf quand ils sont tellement agités qu'ils tombent du lit. Alors que la parasomnie en sommeil lent, au maximum, c'est l'activité de somnambulisme avec de la déambulation, etc. Et enfin, la parasomnie en sommeil lent s'accompagne de manifestations végétatives importantes, ce qui n'est pas du tout le cas des parasomnies en sommeil paradoxal. Et puis, un petit élément de sémiologie aussi, pour faire la distinction avec les épilepsies, parce que c'est une question qu'on se pose régulièrement, ça va être le caractère stéréotypé ou pas stéréotypé de l'activité. Bonjour, il y a juste une question sur la polygraphie. Est-ce que le fait qu'un patient soit sous benzo ou hypnotique peut positiver finalement un résultat en polygraphie, alors qu'il serait négatif s'il n'avait ni benzo ni somnifère, et du coup est-ce qu'il faut faire un examen sans qu'il n'y ait rien finalement pour avoir une justesse de l'examen? La justesse de l'examen, elle n'est pas liée au fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de médicament, elle est liée au fait qu'il est réalisé dans les conditions habituelles du patient. Donc si c'est un patient qui picole tous les soirs, il faut faire l'examen alors qu'il picole tous les soirs. S'il prend des benzos et que c'est son traitement de fond pour une raison X, Y bien justifiée, il faut faire l'enregistrement dans les conditions habituelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, si on trouve un syndrome d'apnée du sommeil et que l'indication de benzo n'est pas si bonne que ça et qu'on peut entreprendre une démarche de sevrage, bien sûr on essaye le sevrage et on voit quel effet ça a sur les apnées. Mais l'élément déterminant, c'est de faire l'enregistrement du patient dans ses conditions habituelles. Oui, il vaut mieux attendre après l'hospitalisation finalement, enfin, s'il est hospitalisé, voilà, ça dépend combien de temps il est hospitalisé, ça dépend de la lourdeur du traitement. Et puis, là je parlais des benzos en tant que facteur favorisant, et puis après il y a tous les autres psychotropes, il y en a beaucoup qui font prendre beaucoup de poids, et là pour le coup il faut aussi penser aux apnées du sommeil. Après, si quand même, ce qu'il faut dire quand même, c'est que s'il y a une suspicion d'apnée
forte déjà sur l'hospitalisation. Il faut vraiment éviter les benzodiazépines parce que ça aggrave très très franchement lorsqu'ils ne sont pas traités. Donc voilà. Mais c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'il y a certains centres qui souhaitent enregistrer nos patients avec troubles psychiatriques uniquement sans psychotropes. Donc c'est un problème dans lequel on peut être confronté assez fréquemment. Donc c'est important, nous, qu'on ait un discours pédagogique, d'expliquer d'abord que l'antidépresseur, on ne peut pas l'arrêter comme ça, et qu'il y a un certain nombre de risques pour nos patients, et que c'est des traitements qui vont pouvoir... Et donc c'est vrai que ta réponse, Marie-Pierre, est pertinente, parce que ça permet de... Il faut enregistrer les patients quand même dans un certain nombre. Isabelle qui veut compléter. Merci Pierre-Alexis. Et moi je suis responsable d'une unité de sommeil de 2 lits qui sont en psychiatrie, donc on parlera un peu tout à l'heure. J'enregistre tous les patients sans absolument changer leur traitement et ça ne gêne absolument pas la prise en charge du trouble du sommeil ultérieur. Donc ça, je pense que c'est important. Et ça, c'était quelque chose qui était très appréhendé par mes collègues quand on a implanté l'unité de sommeil. Ils avaient très peur qu'on veuille vraiment arrêter les psychotropes. Et en fait, non, ça ne gêne pas. Alors ça va gêner certaines interprétations de pathologies, notamment sur les hypersomnies, ça c'est évident. Mais par contre, on les prend en compte dans l'équation et ça stimule nos neurones réflexifs. Et juste pour compléter encore, c'est vraiment un changement de mentalité qui a eu lieu. Effectivement, encore il y a 10 ans, on disait souvent il faut tout sevrer et après seulement à ce moment-là on enregistre le patient. Ça a vraiment changé. Je dirais c'est aujourd'hui assez consensuel de dire les patients psychiatriques avec des traitements chroniques, on les enregistre tels quels et c'est important de le faire. Bonjour. Claire Parina, je suis psychiatre addictologue. J'ai une question sur les examens qu'on peut faire passer aux patients pour le diagnostic de SAS, parce que souvent on a des grands délais pour... Par la polygraphie. La polygraphie va enregistrer seulement les signaux respiratoires, c'est-à-dire le flux nasobuccal, les mouvements thoraco-abdominaux, l'électrocardiogramme et la saturation. Et pour autant que le patient dorme bien pendant l'enregistrement, ça donne un résultat fiable. Et donc cet examen, vous voyez, ça ressemble grosso modo à un Holter tensionnel ou un Holter ECG. Et cet examen est fait en ambulatoire et accessible, et fait, comme vous le dites, par des pneumologues, par des ERL, etc. Et donc ça permet d'avoir un accès rapide au diagnostic. Maintenant, chez un patient qui a une pathologie psychiatrique et souvent des troubles du sommeil, cet examen va être moins fiable parce que pour interpréter la polygraphie, on fait l'hypothèse que pendant le temps d'enregistrement, la personne a dormi. Pour vous donner un exemple, si pendant l'enregistrement il a fait 200 apnées, si l'enregistrement a duré 10 heures, l'index d'apnée-hypopnée est égal à 200 divisé par 10, soit 20, donc pas très sévère. Mais si pendant ces 10 heures il a dormi 5 heures, le vrai index d'apnée-hypopnée c'est 200 divisé par 5, donc 40. Et donc il faut, lorsqu'on a une discordance, la polygraphie est une très bonne solution en première approche, sauf si le patient est très insomniaque, ou si vous avez une discordance entre vos résultats et la symptomatologie du patient, vous dites non, c'est pas possible, ma polygraphie me revient quasi normale, j'y crois pas. À ce moment-là, il faut aller à la polysomnographie. Et puis d'autre part, pour revenir au sujet, quand il y a une parasomnie, là évidemment, il faut avoir une vidéo polysomnographie, et donc c'est un enregistrement en hospitalisation avec vidéo, etc. Merci. Dernière question, non ? Bonjour, je voudrais savoir me dire s'il y a un lien entre l'utilisation des antidépresseurs et apparition parasomnie et SAS. Est-ce que vous avez remarqué en fait? Alors le lien entre antidépresseurs, en particulier SRS, et parasomnie est connu, mais je pense qu'on y reviendra plus tard dans la matinée. Et puis d'autre part, le lien entre antidépresseurs et apnée du sommeil, en revanche, il n'y a pas d'association. Merci beaucoup Marie-Pierre pour cette présentation.